Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des mouvements islamistes depuis près de 40 ans, spécialiste également du Proche et du Moyen-Orient. Vous êtes à Genève à l'invitation de la Société des membres de la Légion d'honneur, le Cercle international de la Fondation pour Genève et la Chambre de commerce France-Suisse. On va parler de votre livre dont on découvre la couverture, Prophète en son pays, aux éditions de l'Observatoire. L'actualité, évidemment, cette semaine, avant de parler de ce livre, c'est la libération de plusieurs otages au Proche-Orient. Une trêve, a priori, dans les combats. Est-ce que le Hamas tient le couteau par le manche ? Oui, on a l'impression qu'ils ont la main, en tout cas, parce que ce sont eux qui distillent, en fonction de leurs intérêts politiques, le nombre des otages qu'ils veulent libérer, les prisonniers palestiniens qu'ils veulent faire sortir. Ils ont voulu faire un signal à Vladimir Poutine, donc ils ont libéré un homme russo-israélien, puisque les autres hommes ne sont pas libérés. Ils n'ont libéré qu'une petite fille américaine pour que Joe Biden insiste davantage pour avoir les otages américains et donc pousse à ce qu'il y ait une trêve un peu plus longue dont ils ont besoin pour se réorganiser. Et on a l'impression que justement, celui qui a perdu la main, c'est Netanyahou, dont on imagine, vu la situation, que les Américains souhaiteraient quand même que ce soit plus lui qui soit en charge de l'affaire du côté israélien, parce que c'est un peu sa politique qui a mené à l'affaiblissement d'Israël, qui a rendu possible l'offensive du 7 octobre. Moi, je regarde les sites de Hezbollah, de Hamas et autres. En fait, c'était cacher ma joie, d'une certaine manière. Ils ne s'imaginaient pas qu'il y avait une dégradation pareille. Et bien sûr, c'est Netanyahou qui porte la responsabilité. Toute l'armée était occupée en Cisjordanie à faire la police pour accompagner les colons en Cisjordanie, dont les représentants votent pour lui à la Knesset, ce qui permet de changer la loi pour ne pas aller en prison. Donc, si vous voulez, on est dans un système vicieux où on a l'impression que pour Biden, qui est lui-même, qui a une idée de derrière, puisque à l'automne, nous aurons un jeune octogénaire qui sera en compétition avec un vieux septuagénaire aux États-Unis pour la présidence. C'est une chose étonnante, parce que l'Amérique, c'est un pays cash par rapport à nous, la vieille Europe, c'est-à-dire on met les gens dehors, ça tourne, et là c'est très curieux qu'il y ait cette espèce de réification au sommet du pouvoir, et il se détermine aussi en fonction de ce qu'il escompte pouvoir mettre dans sa campagne électorale. La situation politique de Benyamin Netanyahou, ça montre quand même cette forme de lucidité aussi de la population en Israël vis-à-vis de la responsabilité de leur Premier ministre dans cette catastrophe, dans ce drame terrible. Oui, mais encore faudrait-il que la Knesset soit dissoute. Or, il n'y a pas intérêt. Et donc, puis Netanyahou, il a une popularité très très faible aujourd'hui parce que beaucoup de gens se sont rendus compte que c'est de sa faute. Mais il a été élu par une population qui a bougé en Israël avec des colons de plus en plus nombreux. Vous savez, en France, il y avait, il y a 2 décennies encore, à peu près 600 000 juifs. 200 000 sont partis en Israël, qui étaient globalement ceux qui étaient les moins à l'aise, beaucoup qui vivaient en Seine-Saint-Denis et qui se plaignaient de harcèlement par des voisins musulmans. Et donc, ils sont allés en Cisjordanie où ils ont retrouvé d'autres personnes de la même confession, mais en étant cette fois-ci armés, etc. Donc, plus les ultra-orthodoxes, qui ont énormément d'enfants, contrairement aux Israéliens laïcs qui en ont 2, et qui donc pèsent démographiquement, électoralement, etc. Le pays s'est transformé. Reste que dans la guerre de l'opinion, si on peut l'appeler ainsi, on voit quand même que la cause palestinienne prend le dessus. En Europe, aux États-Unis, dans le monde arabe, c'est indéniable. Ce qui est très frappant, c'est que le jour même, il y a eu une identification massive aux victimes. Par exemple, en France, où nous avons subi le drame du Bataclan, c'est-à-dire dans un music hall, des jeunes massacrés par des islamistes au cri d'Allahu Akbar, quand on voyait les festivaliers de la Tribe of Nova se faire massacrer, vraiment comme des lapins, dans les images on a vu quelques images atroces, etc., il y a eu tout d'un coup une identification. Et puis ensuite, finalement, ça s'est dilué au fur et à mesure, bien sûr, du fait du nombre de morts
à Gaza. Hein. Alors, on ne sait pas exactement. La presse reprend plus ou moins la compilation, enfin le décompte pardon, de Hamas, c'est-à-dire 14-15 000 personnes. C'est absolument énorme, bien sûr. Ce pas des chiffres qui sont contestés, a priori, en tout cas par l'Office des Nations Unies. Semble-t-il, oui. A priori, c'est des chiffres qui sont plus ou moins, enfin, c'est ça, plus ou moins fiables. Enfin, c'est gigantesque. Et à part qu'on n'a pas vu les gens se faire étriper, tirer dessus, il n'y a pas eu une jouissance, une délectation au spectacle de la violence et de la mort. Vous savez, c'est quelque chose qui est étonnant parce que c'est passé par Daesh aussi, tout ça. C'est-à-dire que la manière dont les gars allaient à l'assaut avec leur caméra GoPro filmaient les scènes et les mettaient en scène, vous aviez d'un côté ceux qui voyaient un pogrom et qui étaient effarés, ou une Shoah par balle, et de l'autre ceux qui voyaient une razzia qui était le début de la liquidation d'Israël et du retour de la Palestine islamique, de la mer au fleuve. Donc on a un clash des perceptions qui est gigantesque, qui est très clivant à l'intérieur de nos sociétés, comme si finalement, à l'ère des réseaux sociaux, on cesse de réfléchir et puis on s'assimile à son groupe de friends vers lequel vous dirigent les algorithmes. Ce qui est une chose qui, pour moi qui ai passé ma vie à enseigner, à essayer de construire un raisonnement discursif avec les étudiants, est extrêmement inquiétant. Dans les universités, aujourd'hui, on a l'impression que les étudiants arrivent avec la certitude, la vérité est déjà là. Il s'agit ensuite de faire pression sur le campus pour l'imposer. Et du coup, ce qui reste à l'enseignement, à la transmission, à la réflexion, à la mise en perspective, est complètement écrasé. Et ça, c'est la question des voix raisonnables qui devraient peut-être se faire entendre, dont la vôtre, Gilles Kepel. Les solutions, c'est un peu facile, évidemment, hein, depuis Genève, d'esquisser des solutions bien au chaud dans un studio, mais quand même, si on met la réflexion au service maintenant de solutions, vers quoi on pourrait se diriger ? Ce qu'il faut d'abord essayer de faire, c'est de comprendre ce qui s'est passé, par-delà la description que nous venons de faire. À partir du moment où on a mis les Palestiniens comme la poussière sous le tapis, dans les accords d'Abraham, un jour ou l'autre, ça ne pouvait pas ne pas exploser. Et c'est ce qui s'est passé. Netanyahou, du reste, faisait financer le Hamas par le Qatar, à travers des avions pleins de cash qui arrivaient tous les mois à l'aéroport Ben Gurion, et l'argent étant transféré ensuite pour les hôpitaux, les fonctionnaires de Gaza, évidemment les frais de dossier du Hamas. Et en contrepartie de ça, Netanyahou pensait d'ailleurs que le Hamas était plutôt intéressé dans une sorte de cogestion, mais sans voir d'une part la misère de la situation et d'autre part sans comprendre que le Hamas, d'abord parti des frères musulmans en Jordanie, de plus en plus est devenu, parce que l'establishment sunnite radical a été décapité, après Al-Qaïda, Daesh, les frères musulmans, les Qataris n'en voulaient plus trop, ils n'en avaient plus besoin contre les Saoudiens. Et du coup, l'Iran a récupéré le Hamas comme fer de lance de son axe de la résistance. Et là, l'agenda est beaucoup plus radical. Il s'agit de faire tomber Israël, ou de donner le sentiment qu'on le fait tomber, pour que l'Iran apparaisse comme l'incarnation de la résistance arabe, musulmane, etc., contre l'Occident, vous voyez ? Et ça n'a sans doute pas été vu. Et moi, mon travail, c'était d'essayer de mettre ces choses-là en perspective. Alors, si on dit ça, après, que faire ? C'est votre question. En se projetant sur le moyen terme, il faut arriver à remettre les Palestiniens dans le système de prospérité. Ce qui veut dire qu'il faut que l'Arabie saoudite puisse s'impliquer. Elle ne veut pas le faire pour l'instant parce que Hamas, pour elle, égale Iran, de même qu'au Liban. Pourquoi le Liban, dans un tel état d'effondrement et de misère, on l'appelait autrefois la Suisse du Moyen-Orient. Je ne souhaite nullement à la Suisse devenir le Liban de l'Europe. Hein. Et parce que les Saoudiens n'ont plus d'argent, du fait que le Hezbollah, qui est l'agent iranien, contrôle le pays. Vous voyez ? Donc, dans une autre hypothèse, si on arrive à se projeter par-delà, l'Arabie saoudite, qui a cette espèce de projet pharaonique peut-être, ou phare, je ne sais pas, de Neom, cette ville du futur, elle est à 45 minutes d'Eilat. Il y a besoin de la paix dans la région. Mais sans Palestiniens, il ne peut pas y avoir de paix. Maintenant, une fois qu'on a dit ça,
Aujourd'hui, les Israéliens espéraient qu'avec le bombardement massif, Hamas ne pourrait pas s'en sortir. Il serait hors jeu de toute façon. Là, on voit que Yahya Sinwar, le patron de Hamas, l'information raconte même comment il est allé voir les otages, il leur a parlé en hébreu, parce qu'il a passé 22 ans dans les prisons israéliennes, leur disant pas de souci, vous êtes là, vous avez vu les scènes où les gens font coucou à leur geôlier, c'est des scènes ahurissantes quand on voit ce qui s'est passé le 7 octobre par là. Il a gagné l'opinion publique. Donc, erreur stratégique d'Israël, là. Gigantesque. Et ce qui prouve que, à mon avis, de ce point de vue-là, Netanyahou est débranché de la réalité, peut-être obsédé par ses propres soucis judiciaires, si vous voulez. Mmh. Et de ce point de vue, il faut essayer de voir comment on peut se projeter dans le futur, justement. La question, c'est est-ce que les Saoudiens et les autres vont pouvoir mettre l'Iran et ses alliés de côté. Évidemment, l'Iran ne va pas se laisser faire. La Russie les soutient. Vous avez vu que si on projette la ligne de faille, les drones qui ont semé la désolation dans Kiev ces jours derniers, le soir, étaient tous des drones iraniens qui ne servent pas beaucoup à tuer des soldats, mais qui peuvent massacrer des civils qui ont été fournis à Poutine par l'Iran. Donc vous avez cette interpénétration des choses qui demande un discernement, évidemment, des Américains, et qui aussi demande que les Américains et nous n'avons pas tout à fait les mêmes intérêts. Les Américains, pour eux, c'est une politique étrangère, à l'exception des enjeux propres à la communauté juive. Nous, c'est un enjeu de politique intérieure. Nous avons des populations musulmanes très nombreuses sur notre sol, qui sont certains au sein de nos concitoyens, d'autres des résidents. On a en France aussi une population, le pays avec la population juive la plus nombreuse en Europe. Et donc, pour nous, ça a un impact direct. Évidemment, parce que voilà, il y a aussi, comment dire, ces interprétations qu'on peut faire de ce qui se passe à Gaza, en Israël, vis-à-vis de la religion. On a tendance un peu à superposer par exemple, l'antisémitisme, qui est quelque chose de religieux, avec l'antisionisme, qui est peut-être plus politique. Oui, il y a ça. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, à l'heure des réseaux sociaux, tout est mélangé. Et ce sont des slogans qui partent. Par exemple, aujourd'hui, la mode, c'est de penser qu'il y a l'affrontement entre, d'un côté, le Sud global, le Global South, et de l'autre, un espèce de monde coupable, impérialiste, post-colonial. L'Occident, on ne sait pas trop. Bon, alors, où s'arrête le Global South? Est-ce que Vladimir Poutine fait partie du Global South? Donc, ce serait un Global South polaire aussi, ou sibérien. Est-ce que la Corée du Nord fait partie du Global South? Vous voyez? Donc, au lieu de réfléchir en termes de relations internationales, on établit un certain nombre de constructions idéologiques et on part de ça. Ça me rappelle un peu quand j'étais étudiant moi-même, gauchiste militant, on avait aussi une idée de la vérité qui était préalable à tout raisonnement. Mais j'ai l'impression qu'on était quand même plus attentif à écouter nos professeurs, ce qui peut-être nous faisait évoluer hors des illusions de la jeunesse qui a besoin de jeter sa gourme, comme on dit. Mais je suis préoccupé justement aujourd'hui par le fait que on n'est plus dans un monde, à l'université, où on échange. Et on est dans l'identification à des groupes déjà définis à partir des clusters, comme on dirait en anglais, des réseaux sociaux. Et ça, c'est un vrai souci. Et ce qui se produit en ce moment au Moyen-Orient, en Russie et ailleurs, est un peu le produit de tout cela. On va y revenir parce que vous avez été cancelleux, si on peut dire les choses ainsi, Gilles Kepel. Vous étiez chargé d'enseignement à l'université en France. Oui, je suis toujours. Je suis professeur des universités. Donc moi, je ne me plains pas comme je suis au sommet de la carrière, etc. Mais effectivement, je découvre un jour que mon enseignement a été supprimé sans qu'on me l'ait prévenu. Il n'y a plus d'études sur le Moyen-Orient à l'école normale et on le remplacera, quand j'aurai laissé la place, par le Sud global. Et ça pose de vraies questions par-delà ma personne. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Enfin, ma carrière est faite, si vous voulez. Mais c'est un vrai enjeu de société aujourd'hui. On sent une ironie quand vous parlez du Sud global. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas c'est une catégorie idéologique, si vous voulez. Ça n'est pas quelque chose qui est fonctionnel pour décrypter le monde d'aujourd'hui.
parce que c'est aussi, quand on dit le Sud global, ça veut dire qu'on intègre les gouvernements avec leur population. Ça nie les contradictions entre les populations et les États, par exemple. Est-ce qu'un État qui a signé, qui a pactisé avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham fait partie du Sud global? Ou est-ce qu'il vend ça à sa population pour faire des alliances dont la population ne veut pas avec l'État hébreu? Oui, donc quand on étudie ce genre de choses, et c'est moi ce que j'ai essayé de faire pendant une quarantaine d'années, il faut être capable de comprendre comment les différents acteurs se positionnent, et c'est à partir de là qu'on trouve des solutions. Et il me semble un peu que ça, c'est aujourd'hui plus vraiment dans la culture, ou ce qui nous tient lieu de culture à partir du web, et ne parlons pas de ChatGPT qui va penser à notre place, c'est un vrai problème, c'est un vrai point d'interrogation. On va y revenir, mais d'abord quand même une question, parce que vous parlez de la population, l'analyse aussi politique intérieure. Vous dites les musulmans sont pris en étau entre le djihadisme et l'extrême droite. En France en particulier, oui, c'est ça. On est dans une situation où, je me rappelle que les jeunes originaires du Maghreb, dont les parents étaient nés ici quand j'ai grandi, étaient complètement désireux de partager les valeurs de la société française, de gens qui étaient même comme moi aussi d'origine étrangère. Et tout le monde mettait ça, c'était secondaire si vous voulez. On n'était pas dans un narcissisme identitaire. Parce qu'on avait envie de faire que ce que nous avions en commun dépasse ce qui nous divisait. Aujourd'hui, au contraire, on a l'impression que l'exacerbation des identitarismes, ce que Yascha Mounk, avec qui j'ai débattu récemment, le professeur de Johns Hopkins, et qui vient de publier ce livre tout à fait intéressant qui s'appelle « Le piège identitaire », « The Identity Trap » en anglais, explique où, dans les campus américains, il n'y a que l'exacerbation de l'identité. Et à partir du moment où les identités sont exacerbées, qu'est-ce qui nous reste en commun, si vous voulez? Et ça, c'est un véritable souci. Si on considère que c'est la loi d'Allah qui s'impose en France pour les musulmans et que le reste, c'est la loi de la mécréance, on est nécessairement dans une situation de clash ou de séparatisme. On a vu ce que ça a donné avec l'assassinat et la décapitation du professeur Samuel Paty, du professeur Dominique Bernard, qui a été poignardé aussi, par un Ingouch qui disait je veux tuer un prof d'histoire. Le malheureux n'était pas prof d'histoire, il a fait rempart de son corps, parce qu'il enseigne l'instruction civique et la laïcité. Et la laïcité veut détruire le caractère spécifique de l'islam et diluer les musulmans dans la société française. Vous voyez, on est dans une situation complexe. Et justement, l'éducation, le lycée, c'est un enjeu extrêmement important. C'est la palestre, si vous voulez. On disait dans la Grèce antique, on n'est pas grec par la naissance, on est grec par la palestre, par le gymnasium, si vous voulez, par l'endroit, par l'éducation grecque qu'on reçoit, alors quelle qu'elle soit. Parce que, on l'a vu dans l'affaire récente de Crépol, où ce malheureux jeune homme a été poignardé par un groupe de jeunes originaires du Maghreb, pour l'essentiel, lors d'une cité difficile de Romans en Isère. La cérémonie s'est tenue au lycée, avec le ministre qui est venu, la proviseure et autres proviseurs. Et on voit bien comment l'école, qui est le lieu de l'intégration, du construire, parce qu'on n'apprend pas que des savoirs à l'école. On apprend aussi les valeurs de notre vivre ensemble et comment faire société. Et si ça s'est détruit, c'est extrêmement difficile de continuer à fonctionner. Et ça, justement, ce rapport à la connaissance, ce rapport à l'école, ce rapport aussi à l'autorité, il s'effrite. Est-ce que vous avez été témoin d'une forme d'émiettement de ce rapport à la connaissance? Oui, indéniablement. J'ai vu même, je sais pas, j'ai dirigé, je pense, une quarantaine de thèses dans ma carrière. Les 20 premières, on discutait du fond. Les 20 dernières, même le raisonnement discursif était devenu un problème pour des étudiants qui, aujourd'hui, lisent de moins en moins de livres et ont un accès au savoir qui est totalement émietté
puisqu'on a 3 minutes d'attention en regardant une page web, au mieux, ou en utilisant des sources qui, parce qu'elles sont rapides et immédiatement disponibles, n'ont plus besoin d'être fondées sur quoi que ce soit. Et ça crée une manière de penser qui empêche de hiérarchiser les savoirs, de séparer ce qui est efficient de ce qui est de la manipulation d'idéologie, parce que malheureusement, les fake news inondent le web, si vous voulez. Bon, les fake news, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du monde. Oui, mais là, pas à ce point-là. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, pour des jeunes en particulier, qui ont peu de recul par définition, qui n'ont pas vécu autant que les autres, de se rendre compte des enjeux et de la façon dont ils sont pris en otage, d'une certaine façon, par ce type de fonctionnement. Et on voit bien comment des entrepreneurs de colère, par exemple, s'emparent de ça pour faire de la mobilisation et fragmenter la société, les sociétés. C'est ça qui est aujourd'hui, me semble-t-il, un des défis très profonds de notre monde, tout particulièrement en Europe, puisque nos sociétés étant de manière de plus en plus importante pluralistes par l'origine de ceux qui appartiennent. Autrefois, l'Europe était très présente du fait de son surcroît démographique dans le sud de la Méditerranée et dans l'est de la Méditerranée. Aujourd'hui, elle a un déficit démographique, les flux se sont inversés. La question, c'est d'arriver à faire société ensemble, en accueillant ceux qui viennent, en faisant qu'ils fassent partie d'entre nous, que nous fassions partie d'entre eux, et non pas qu'on se regarde en chien de faïence, que se construisent des enclaves à partir desquelles s'échange la violence. C'était le projet djihadiste de Daesh, de l'idéologue de Daesh, Abu Musab al-Souri, qui était favorable à ce djihad réticulaire qui a abouti à ce qu'on a vu au Bataclan, à Charlie Hebdo, à Mohamed Merah, etc. Donc wokisme et islamisme, un destin commun ? En tout cas, même si l'origine n'est pas la même, il trouve un mode de fonctionnement qui se rejoint aujourd'hui de façon assez efficiente. Et de dire ça aujourd'hui, ça dérange ? Ah ça oui, effectivement, c'est pas très à la mode, mais bon, je m'en fiche d'être à la mode. Moi, j'ai plutôt... c'est pour ça que j'utilisais ce titre ironique pour le livre. Nul n'est prophète en son pays, comme vous le savez, mais comme je ne suis pas suisse et que nous le disons ensuite, je peux peut-être, dans la cité de Calvin, exercer ma prophétie. Un mot aussi sur l'homme, votre parcours. En 2016, vous avez été menacé de mort, mis sous protection policière. Ça, en tant qu'intellectuel, parce que ce qu'on dit dérange au point d'être menacé de mort, comment on le vit ? Là, c'était plus. J'ai été condamné à mort par le djihadiste qui avait exécuté d'une manière absolument atroce un policier et sa femme à leur domicile sous le regard de leur petit enfant. Et donc, il m'avait donc décidé il avait appelé ses frères en religion. Je vais être un martyr, il faut, mes frères, fassiez la même chose, il faut tuer tous les mécréants, et d'abord tous les journalistes. Il m'avait pris pour un journaliste, moi, j'ai rien contre les journalistes, il faudrait que je sois sacrifié comme universitaire, mais bon, après tout, ils ne savaient peut-être pas la différence, parce qu'il était trop sur les réseaux sociaux. Et donc j'étais le premier sur la liste, et j'ai donc été, effectivement, à l'époque, en 2016, il y avait des assassinats assez réguliers en France, des attentats... Le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. En 2016, il y a eu aussi l'attentat de Nice, donc c'était très sérieux. L'attentat des bonbonnes à Notre-Dame. Et donc, j'ai effectivement, je suis particulièrement normatif dans mon propos, si vous voulez. Mais le fait d'analyser, d'expliquer, c'était trop et il fallait liquider. En fait, c'est parce que, cette raison-là, j'avais été invité en prison et à m'adresser à des prisonniers, à leur demande d'ailleurs, qui étaient sous l'emprise qu'ils rejetaient d'un recruteur djihadiste. Donc j'ai fait une conférence, ce que j'ai dit ne lui a pas plu. Non pas que j'énonçais des vociférations quelconques, mais il n'était plus le seul à avoir la parole légitime, si vous voulez, sur l'islam. Et donc après, furieux, il n'en comprenait pas, il m'énervait, je lui ai répondu en arabe, il n'a pas compris, je me suis retraduit en français, tous les autres se sont foutus de lui.
Et donc, il a appelé au téléphone, parce qu'en prison, vous savez, tout le monde a un téléphone, c'est interdit, mais Daesh en disant il faut le condamner. C'est comme ça que mon nom est arrivé, si vous voulez, dans le cerveau du tueur des policiers, le tueur de Magnanville. Et évidemment, pour un intellectuel universitaire, c'est une situation assez complexe. Hein, ce que vous dites est sanctionné par votre propre mort physique. Maintenant, c'est sanctionné par ma mort intellectuelle, puisque je suis chassé de l'université un peu avant de ma retraite. Mais mais je suis déterminé à me battre, parce que je crois en ces idéaux, et je pense que nos sociétés aujourd'hui sont à un moment charnière, et qu'il est vraiment important d'arriver à continuer à produire de la connaissance. Ce que les uns et les autres en font, ça les regarde. Mais je suis préoccupé par la superficialité aujourd'hui de ce qu'on voit à travers ce dont on dispose sur le web. Et dans le cas précis qui nous occupe en ce moment le plus, c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien, les stratégies des uns et des autres, vous voyez, il me semble que c'est important d'arriver à mettre ça en perspective autant que possible, parce que sans cela, on ne peut pas réfléchir aux solutions. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir été notre grand invité ce soir. Je rappelle votre livre « Prophète en son pays », c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.